Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Best of Business Analyst. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Padilla. Je vous rappelle que si vous voulez que j'essaye de vous répondre, vous m'envoyez un mail à alice@bestofbusinessanalyst.fr ou alors vous pouvez le faire sous forme de commentaire sous les vidéos qui vous intéressent et j'essaye de faire une vidéo publique pour aider le maximum d'entre vous en répondant de manière globale. Donc voilà, aujourd'hui, la question de Padilla est celle-ci. Je suis à fond actuellement pour me reconvertir comme business analyst. Ma question sera peut-être vague, mais je souhaiterais que tu prennes un sujet et que tu nous le présentes dans la posture d'un business analyst. Par exemple, on recherche un BA pour faire cette mission et tu nous expliques en vidéo comment il va se comporter. En gros, Padilla me demande de montrer un petit peu le quotidien d'un business analyst. Alors, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos. Pour moi, il n'y a pas de quotidien répétable parce que tout simplement, chaque mission est différente, chaque contexte est différent et surtout, le périmètre de la business analyse est extrêmement vaste. Donc, pour moi, il n'y a pas de quotidien qu'on peut décrire. En revanche, effectivement, je peux donner des exemples. Donc, je vais me baser là, évidemment, sur quelque chose que moi, j'ai vécu. Je dois vous avouer que j'ai réfléchi à quelle thématique je pouvais aborder. Alors, j'ai décidé de donner un exemple il y a un certain nombre d'années, quand j'étais pas totalement débutante, mais on va dire j'avais, je sais plus exactement, 3 ans d'expérience à peu près comme business analyst. Après une reconversion, hein, puisque ce n'est pas mon premier métier, comme beaucoup d'entre vous. J'étais auparavant contrôleur de gestion pendant 9 ans et je me suis reconvertie en tant que business analyst. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça. Je l'ai déjà évoqué lorsque j'ai parlé de mon parcours, mais ça s'appelait alors à l'époque consultante fonctionnelle, AMOA, consultante technico-fonctionnelle selon les missions également, etc. Chef de projet MOA. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le titre que j'avais à l'époque. Voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais vous prendre une mission que j'ai effectuée, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est déroulé et comment j'ai découvert la mission et comment j'ai travaillé. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne Best of Business Analyst. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst, également formatrice, conférencière, je suis productrice de contenu, je fais beaucoup d'articles, de vidéos comme celle-ci, tutoriels animés, des podcasts. Et le but étant d'expliquer un petit peu ce qu'est la business analyst, tant à vous qui me regardez, qui êtes peut-être business analyst en poste ou en processus de reconversion. Et j'espère également, et je sais que je touche également pas mal d'entreprises et de recruteurs pour leur expliquer ce qu'est cette discipline afin qu'ils recrutent les bonnes personnes, qu'ils sachent poser les bonnes questions et après qu'ils les fassent monter également en compétences, puisque je vous le rappelle, 98% des business analystes francophones ne sont pas formés à leur métier. Ce sont des autodidactes comme je l'étais également. Je suis montée en compétences parce qu'en tant que freelance, j'ai vraiment délibérément choisi de changer à chaque fois de mission et de mettre en inconfort pour apprendre plus rapidement. Et ça m'amène à partager avec vous toutes mes connaissances acquises parce que moi aussi j'ai fait des formations en autodidacte, j'ai lu des milliers et des centaines d'articles, de livres, j'ai parcouru énormément de vidéos et au fur et à mesure j'ai constitué une énorme base de données internes que j'essaie de vous livrer. Voilà, sous la forme d'informations sur mon site bestofbusinessanalyst.fr. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Si vous ne connaissez que cette chaîne YouTube, sachez que mon site internet bestofbusinessanalyst.fr regorge d'informations. On me dit souvent c'est une mine d'or, donc allez-y faire un tour. Vous allez voir également des modèles de documents téléchargeables. Également, si vous souhaitez vous former, vous avez toutes les informations sur les formations et les coachings que je propose. Et puis, si vous voulez faire de la veille informationnelle sans lever le petit doigt, il suffit de vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les contenus que je publie très très régulièrement tout au long de la semaine et pour ainsi monter en compétences assez facilement. Voilà. Donc bienvenue à vous et puis on va commencer d'ores et déjà à répondre à Padilla. Alors, donc j'ai choisi de décrire un peu un projet que j'ai fait un certain nombre d'années quand j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 3 ans d'expérience. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours exercé en tant que business analyst freelance. J'habite en France, dans le sud de la France, du côté entre Aix et Marseille. Et donc, en fait, le marché local, c'est essentiellement de l'industrie, aussi du service. Je sais que vous êtes un certain nombre d'entre vous là qui me regardez. Il y a une grosse communauté dans la région parisienne où c'est surtout banque et assurance. Donc sachez qu'en dehors de la région parisienne, il y a énormément d'autres secteurs d'activité. Moi personnellement, j'ai une forte appétence pour l'industrie, mais j'ai également fait du service, voilà, donc je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui.
Donc ça, c'est pour le contexte déjà de mes interventions. Alors, comment je fais en tant que freelance? Eh ben, je m'adresse en général à des entreprises des services du numérique qui, elles, prospectent des clients finaux et je passe par elles. Je suis portée par ces ESN. Alors, quand je dis portée, c'est pas du portage salarial, c'est tout simplement que j'ai un contrat de prestation avec l'ESN et l'ESN elle-même, elle a un contrat de prestation avec un client final. Donc à l'époque, donc mon client final, donc je ne parle pas de l'ESN puisque ça c'est purement contractuel, je vais vraiment vous parler du client final auprès duquel je suis intervenue. Donc c'était un très gros concédant autoroutier. Alors, un concédant autoroutier en France, donc je sais que vous êtes aussi un certain nombre à me regarder de nombreux pays à l'étranger. Donc, en France, on a des autoroutes payantes qui sont ce qu'on appelle concessions de l'État. Ça veut dire que ce sont les péages autoroutiers qui vont les rémunérer et elles ont elles-mêmes un contrat entre l'État français et les sociétés. Donc, et donc, elles-mêmes sociétés autoroutières. Donc, il y a en France, je crois, 17 sociétés de ce type-là actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et le but, c'est qu'elles vont construire, elles vont maintenir les autoroutes, elles vont exploiter, entretenir, elles vont faire tout en sorte en fait que la circulation sur les autoroutes françaises se passe le mieux possible pour les conducteurs. Et elles doivent respecter des gros cahiers des charges aussi imposés par l'État qui va sécuriser effectivement la circulation des automobilistes. Au sein de cette concession, il y a également la radio 107.7 qui diffuse toutes les informations de trafic. Et puis, vous avez dans les autoroutes, vous avez des panneaux à messages variables qui indiquent l'état du trafic, les événements qui se passent sur tout le réseau autoroutier pour tout ça sécuriser en fait le trafic, le fluidifier et sécuriser physiquement et les conducteurs également le matériel. Vous avez aussi les aires d'autoroute, de repos, de service, etc. Donc, à l'époque, moi, je suis intervenue en tant que, ce qu'on appelait, enfin, l'intitulé de ma mission, c'était responsable de l'eau. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus. On était 3 responsables de l'eau. En fait, c'était un gros projet. L'objectif, c'était de remplacer le système d'aide à l'exploitation de l'autoroute qui était concédé en fait à cette société-là. Donc, il y avait énormément évidemment de différentes autoroutes. Pourquoi? C'est une technologie qui était très ancienne, qui était codée dans un langage, le Fortran, donc un très vieux langage. Ce qui fait qu'à chaque fois que le métier avait des demandes pour faire des évolutions en fait, eh bien, ça devenait très compliqué à y répondre. Il fallait vraiment monter des usines à gaz technologiquement parlant pour y répondre et des fois, et même de plus en plus souvent, ça n'était pas possible. Donc, l'objectif de cet énorme projet, en fait, était vraiment de remplacer totalement le système d'information qui pilotait tous les panneaux à messages variables, la radio 107.7, en fait, tout ce qui était dans les coulisses, pour le remplacer par une technologie moderne qui permette de répondre aux différentes demandes du métier. Donc, moi, là-dessus, on était 3 responsables. Ce projet étant très très gros, il a été divisé en 3 composants, on va dire, incréments. Donc moi, j'étais sur l'un des 3 et il y avait 2 autres business analysts, en tout cas praticiens de la business analyst, qui étaient également responsables de l'eau. Donc on va entre guillemets dire qu'on était chef de projet business analyst sur chacun de notre lot, sachant que la gestion de projet qui était utilisée, c'était la méthode RUP d'IBM. Alors, je ne vais pas m'étendre sur RUP, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc, je dis souvent qu'il y a des gestions de projet traditionnelles, cycle en V en cascade, il y a des gestions de projet agiles et puis au milieu, il y a quand même il y a du gris, voilà, il n'y a pas que le blanc et le noir, il y a aussi du gris, c'est-à-dire RUP était une méthode itérative et incrémentale comme le sont les méthodes agiles. Par contre, au lieu d'avoir des sprints donc des itérations de 2 à 4 semaines, c'était plutôt long à peu près de 2 mois. Voilà. Donc en fait, ça c'était vraiment la méthode de gestion de projet qui était utilisée. Oui, aussi important, très important. Donc l'objectif était de refaire le SAE, donc le système d'aide à l'exploitation,
avec une technologie moderne, mais aussi il a été décidé, en tout cas par cette société, d'améliorer les processus métiers et l'architecture fonctionnelle. Et je dis souvent attention, parce que dans les cas d'obsolescence technologique, quand il est décidé de remplacer un système technologiquement dépassé par un autre, souvent les entreprises, pour faire des économies, décident de le faire à isopérimètre métier, c'est-à-dire on remet exactement les mêmes fonctionnalités qu'il y avait dans l'ancien système, on le met dans le nouveau, simplement le nouveau a une technologie plus moderne. Là, il a été décidé au contraire de réauditer les processus métiers et d'en profiter en fait pour améliorer les processus métiers et l'architecture fonctionnelle. Donc c'était déjà un bon contexte, puisque je savais que j'allais intervenir, même si honnêtement à l'époque je n'avais absolument pas conscience de tout ce que je vous raconte maintenant. Je connaissais pas la gestion de projet, je connaissais pas cette notion de risque des projets de système d'information lorsque on n'améliore pas les processus métiers sur ce type de projet où effectivement 10 ou 20 ans avant, même 30 ans avant, pour ce type de système d'information, les processus étaient pas du tout les mêmes que ceux qui étaient voilà, à l'époque où moi je suis intervenue. Et dans beaucoup de projets, eh bien, on ne met pas à jour les processus métiers, ce qui génère en général un échec. À la fin, ça provoque un échec du projet de système d'information, parce que, ok, technologiquement, on l'a remplacé, mais on reconduit des fonctionnalités très anciennes qui n'ont plus lieu d'être, ou alors on ne tient pas compte de nouvelles, ou alors on reproduit des usines à gaz qui ne devraient plus exister, puisque le but, justement, c'est de ne pas avoir d'usine à gaz dans le nouveau système. Donc là, tout ça pour dire, c'est que moi, c'était vraiment favorable, mais j'en avais pas conscience à l'époque, puisque on remplace voilà, par une nouvelle technologie et on en profite pour optimiser les processus métiers, les mettre à jour. Ma mission a duré 2 ans chez ce client. Donc moi initialement je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Je connaissais à peu près la durée du projet, puisque je savais que c'était pour ce type de projet. Mais dans les systèmes d'information, quand on est consultant ou voilà, freelance comme je l'étais, eh bien on a une mission qui est reconduite en général tous les X mois, 3-6 mois. Donc moi je savais juste que tous les 3-6 mois ma mission était ou pas reconduite, hein. J'avais toujours une incertitude. Et donc, en ce qui me concerne, en tout cas, ça a duré 2 ans au total. Alors, je vais vous parler déjà de l'organisation du projet et de sa gouvernance. Donc, là, je vous dis des choses avec le recul que j'ai maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle réactive et non proactive, dans le sens où c'est le chef de projet qui me donnait ma feuille de route, mes jalons, et moi, en fait, je suivais le flow, quoi, hein. J'avais pas le recul du tout que j'ai maintenant, ce qui fait que j'étais je pense, une très bonne exécutante, mais j'étais pas une business analyst aguerrie qui est capable d'être un vrai conseiller face au manager. Bien que à l'époque, et c'est sans vouloir, voilà, sans manquer d'humilité, mais ma mission a été vraiment extrêmement appréciée par le client final. Et sauf qu'avec le recul et tout ce que j'ai acquis depuis, je sais à quel point j'aurais pu encore être meilleure, en fait, largement. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que quand on commence et quand on a voilà 3 ans d'expérience et qu'on est en plus autodidacte comme je l'étais, comme vous l'êtes sans doute, et comme 98% des BA le sont, eh bien en fait on n'a pas ce recul et cette connaissance, et donc je ne l'avais pas à l'époque. Donc je reviens à l'organisation projet gouvernance. Comment ça se passe? Déjà, il y avait un comité opérationnel. On avait à peu près 2 réunions par semaine entre la maîtrise d'ouvrage, donc le client, on va dire les pôles métiers. Alors, il faut savoir aussi que c'était un projet où la direction du système d'information et les pôles métiers, c'était la même entreprise. Il y avait beaucoup de sous-traitance pour la partie surtout prestations donc de consultants, donc comme moi je l'étais côté business analyst, pour répondre à un manque de ressources en interne, et également pour la partie technique, tout ce qui est développeur par exemple, il n'y avait pas assez de développeurs en interne, et donc il y avait des sociétés de services qui ont été mandatées, on va dire, par cette société client final, cette concession, cette société de conception d'autoroute qui a du coup voilà, recruté entre guillemets des développeurs freelance, pas freelance, oui il y avait aussi des freelances, des développeurs salariés de SN, voilà. Donc 2 réunions par semaine entre la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les pôles métiers, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la direction du système d'information. On avait en fait un fichier de questions-réponses. Donc moi, en tant que business analyst, par exemple, en tout cas le côté maîtrise d'œuvre, hein, le réalisateur de la solution, on avait un fichier questions-réponses, et à chaque fois, pour chaque thématique, ben, on les notait. Donc dès qu'on a, entre les réunions, évidemment, je réfléchissais, je faisais des analyses, j'allais recueillir les besoins, etc.
Et à chaque fois que j'avais des questions dont j'avais pas de réponse, je notais ça dans un fichier de questions-réponses. Et pendant ces comités opérationnels, en fait, on les partageait avec la maîtrise d'ouvrage. Et soit celle-ci pouvait répondre en cours de séance, soit elle n'avait pas les réponses. Et en fait, il y avait tout simplement une tâche, une to-do list, où elle devait répondre à ces questions pour la réunion suivante. Ensuite, il y avait un comité de pilotage. Donc là, je n'en faisais pas partie à l'époque puisqu'on avait le chef de projet maîtrise d'œuvre, donc c'était mon N+1, et le responsable du département tracé, donc du département de la direction du système d'information en interne. Mais cette direction de système d'information en interne, étant donné que c'était énorme, elle était elle-même composée de départements qui étaient organisés sur des types d'applications. Donc, on va dire que le département où j'étais, il faisait partie de la grosse DSI. Il était vraiment focalisé sur certaines applications. Donc, en fait, mon chef de projet, sur ce projet, il dépendait du responsable de ce, entre guillemets, sous-département de la DSI, qui était spécialiste d'un certain nombre d'applications qu'on appelait département tracé. Et puis donc dans le comité de pilotage, on avait la maîtrise d'ouvrage avec leur pendant, leur pair, on va dire côté métier. Donc moi en fait, ces comités de pilotage à l'époque, je n'en faisais pas partie. Par contre, je donnais les informations à mon chef de projet pour qu'il puisse y participer. Donc ça, c'est posé au niveau de l'organisation de projet, de la gouvernance. Au niveau de l'organigramme, donc je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc je vous rappelle un très gros projet, ce qui fait que comme c'était très gros, on l'a découpé. Il a été découpé en 3 morceaux, 3 incréments, 3 lots, ça s'appelait des lots. Le but étant de simplifier quelque chose de très complexe, également de minimiser certains risques. Donc en fait, dans ce type de projet, comme qui sont des gestions de projet itératives et incrémentales, on essaye vraiment de faire des lots les plus indépendants les uns des autres pour que chaque projet, mini-projet, c'est des sous-projets entre guillemets, puisse vraiment avancer à son rythme et sans trop dépendre des autres. Mais bien entendu, comme à la fin, c'est un même système d'information, eh bien vous avez quand même beaucoup de points communs, en tout cas d'interconnexion, et ça nécessite une organisation pour tout simplement pour se coordonner entre lots. Donc moi, j'ai été responsable d'un des lots. Les 2 autres lots étaient sous la responsabilité de 2 autres, alors moi j'étais externe, les 2 autres étaient des internes à l'entreprise, donc c'était des business analysts, même si encore une fois c'était pas leur intitulé de poste. Et donc en fait chacun était responsable d'une partie de ce futur système, de la solution cible. Donc moi en gros j'étais on va dire le back office avec qui gérait plein de données, et les 2 autres lots c'était la radio 107.7 qui diffuse des informations de trafic, et les panneaux à messages variables qui donc sont chargés d'afficher des informations sur les panneaux à messages variables que vous trouvez au-dessus des autoroutes, sur les côtés également, etc. Donc là encore, on avait donc 3 lots. Ensuite, les profils des 2 autres business analystes. Donc moi, je vous ai dit, j'avais à peu près 3 années d'expérience en business analyse, mais j'avais 9-10 ans d'expérience en tant que professionnelle auparavant, puisque j'avais une reconversion. Les 2 autres business analystes internes à l'entreprise à peu près 15 ans, ils connaissaient très bien l'entreprise, ils connaissaient très bien le contexte métier des concessions d'autoroutes, connaissaient très bien également le système applicatif, mais tout simplement, il manquait une personne en interne, donc ils ont choisi de prendre un consultant externe pour ce rôle-là, et donc c'est moi qui ai été recrutée en tant que telle. Alors c'était pas un recrutement, quand je parle de recrutement, c'est staffé en fait, puisque encore une fois j'étais freelance, rattachée à une ESN qui me portait, et donc c'est un contrat de service. Le rattachement hiérarchique, j'étais rattachée, donc toujours côté maîtrise d'œuvre, la DSI en interne, et donc ce sous-département de la DSI qui était spécialisé sur un certain nombre d'applications tracées. J'étais rattachée à ce chef de projet qui avait un profil technique, et même très technique, qui était nouvellement embauché, et qui essentiellement était vraiment très orienté, tech lead. En fait, il avait une compétence technique très forte, et il a passé quand même essentiellement son temps, et d'ailleurs c'était ses prérogatives, à gérer toute l'équipe technique de développeurs, d'intégrateurs, etc. Mais j'en dépendais. Alors j'en dépendais hiérarchiquement, mais en revanche, opérationnellement,
je reportais directement à son chef à lui, donc à mon N+2 et à son N+1 à lui, qui était le responsable du service tracé, donc toujours au sein de la DSI, j'espère que vous me suivez, mais on va dire c'est voilà, un head-off au sein de la direction de système d'information. Et donc, en tant que responsable de l'eau, je reportais à lui opérationnellement parlant, c'est-à-dire que c'est lui qui avait la connaissance, et donc c'est vraiment à lui que je m'adressais pour travailler, pour mes questions, on va dire, strictement opérationnelles. Alors lui, il était très orienté besoin métier, il connaissait très très bien le métier, c'était la raison pour laquelle j'étais opérationnellement rattachée à ce manager. Ensuite, on avait au niveau organigramme, donc ça c'est maîtrise d'œuvre, réalisateur de la solution, direction des systèmes d'information en interne. Côté pôle métier cette fois-ci, toujours au sein de cette entreprise finale, on avait donc le directeur, donc le pendant de mon N+2, auquel je reportais opérationnellement, qui était en gros, qui connaissait parfaitement les besoins métiers, qui connaissait les PC de sécurité, les besoins des patrouilleurs, la radio 107.7. Lui, c'était vraiment le sachant côté métier. En dessous de lui, il y avait donc d'autres, des assistants à la maîtrise d'ouvrage, donc des business analysts aussi, simplement vraiment côté métier. Ça, c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage, le porteur du besoin. Ils connaissent les processus métiers, ils connaissent les règles métiers, etc. Et donc, en fait, moi, j'étais orientée solution, maîtrise d'œuvre, et eux, toujours en interne, orientés besoin métier, processus métier, maîtrise d'ouvrage de leur côté. Mais en fait, on est tous de la même famille, entre guillemets. Tout ça, c'est de la business analyse. Sauf qu'on n'est pas exactement sur les mêmes périmètres et on n'a pas les mêmes livrables. Ensuite, ah oui, alors un truc que je me suis noté, je n'avais donc pas de contact avec les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les conducteurs, donc les clients, on va dire évidemment, les patrouilleurs, le personnel dans les PC de sécurité, les journalistes de la radio 107.7. C'est pas moi qui avais un contact direct avec eux. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement en tant que business analyst. Vous allez voir que quand vous êtes côté maîtrise d'œuvre, parfois vous n'avez pas de contact avec les utilisateurs finaux pour lesquels vous concevez la solution. Vos interlocuteurs, c'est souvent la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire des praticiens en business analyst, quand bien même ils n'ont pas ce nom. Et en fait, c'est eux qui vont vous donner les instructions, entre guillemets, les règles métiers, qui vont vous expliquer des terminologies métiers, qui vont vous donner les processus. Voilà. Donc moi, c'était mon cas. Ensuite, dans le reste de l'équipe de ce projet, on avait une équipe de développeurs, donc qui était rattachée au chef de projet, qui était mon chef hiérarchique, on va dire. Et comme il y avait évidemment, c'est un énorme projet, il y avait énormément de ressources externes, donc des consultants staffés par les entreprises des services du numérique qui envoyaient des consultants. Voilà. Alors, mon activité à moi, en tant que responsable de l'eau, et donc j'étais business analyst, entre guillemets, comme un chef de projet à l'intérieur du projet. Je suis arrivée au moment des spécifications fonctionnelles générales, de la conception fonctionnelle générale de la solution cible. C'est-à-dire que tout ce qui était étude d'opportunité, cadrage, etc., ça avait été fait avant que j'arrive. Moi, je suis vraiment arrivée quand le projet avait été validé depuis longtemps, que la feuille de route avait été mise en place, le chef de projet avait positionné tout le planning, les jalons, il avait fait la demande au niveau des ressources, et donc il avait été identifié que 3 lots, besoin de 3 praticiens business analyse, il y en avait 2 en interne, il en manquait un, et donc c'est moi qui étais staffée, et donc je suis arrivée au moment des spécifications fonctionnelles générales. J'ai fait donc ceci, alors je vais vous expliquer un peu plus comment j'ai fait, mais à l'époque je ne l'ai pas fait toute seule parce que je venais d'arriver, et du coup je ne connaissais pas le métier, donc je l'ai fait en coopération avec d'autres personnes. J'ai fait ensuite les spécifications fonctionnelles détaillées de mon lot. Je vais vous expliquer également après. J'ai fait toute la partie préparation de la stratégie de test, alors toujours sur mon lot. Également donc tout ce qui est campagne de test, scénario, cas de test. Et puis j'ai encadré une équipe de testeurs. Ensuite, j'ai également préparé les guides utilisateurs. Mais c'est pas moi qui ai fait les formations, c'était mes pairs, le pendant côté maîtrise d'ouvrage, les business analysts, donc les AMOA, c'est eux en fait qui allaient former dans les PC de sécurité, les journalistes, etc., qui allaient les former, qui les ont formés plus tard en fait sur la base des user guides que moi j'avais préparés, et que en fait c'est eux qui sont allés sur le terrain, si vous voulez.
Donc, outre cette partie, cette responsabilité de responsable de l'eau et donc chef de projet, c'est même pas maîtrise d'ouvrage parce que j'étais maîtrise d'œuvre, chef de projet business analyst, on va dire ça comme ça. J'ai eu aussi, au bout de, je crois que c'est peut-être au bout d'un an, on m'a demandé de prendre la responsabilité de la stratégie de déploiement. C'est-à-dire que le but, c'était d'assurer une continuité de service entre l'ancien système obsolète et le nouveau, puisqu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un blackout pendant une heure, même une heure. Voilà. Il fallait vraiment qu'il y ait une fluidité de service parce que c'était impossible de laisser les conducteurs voilà, sur les autoroutes rouler et ne pas leur signaler des dangers, des accidents, des bouchons, une météo dangereuse, etc. pour la conduite ou XY chose. En tout cas, toutes les informations qui sont véhiculées sur les panneaux à messages variables et sur la radio 107.7. Donc, il y a évidemment cette continuité de service obligatoire que du coup, on m'a demandé de la mener à bien. Alors, moi, j'étais sur le côté business analyse. Ça veut dire que il y avait mon équivalent côté technique. Donc, moi, je réfléchissais aux besoins de transition et au niveau technique, il réfléchissait à comment le mettre en œuvre techniquement parlant. Et là, c'était surtout axé du coup sur les exigences non fonctionnelles, également les exigences de transition. Donc, je ne vais pas aller dans le détail d'ailleurs de toutes ces notions. Si vous entendez parler de notions que vous ne connaissez absolument pas, sachez que je les ai parfois évoquées sur ma chaîne ou dans des articles. Mais après, bien entendu, si vous voulez être capable de faire ce que j'ai fait et d'assumer un rôle de business analyst sans galérer pendant des années, eh bien, le mieux, c'est de vous former. Et là, je vous invite à aller regarder sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Vous avez les informations en description de la vidéo et sur ma chaîne. Vous verrez, il y a notamment une formation professionnalisante pour vraiment devenir business analyst en système d'information qui a permis à des centaines et des centaines de personnes de se reconvertir avec succès et également à des business analysts qui le sont parfois depuis très longtemps, qui n'ont jamais été formés parce qu'autodidactes, d'acquérir leur vrai galon et les bonnes pratiques du métier de business analyst. Donc ça, voilà, il y a des choses que vous n'allez pas forcément comprendre et c'est normal, c'est une vidéo où je ne peux pas rentrer dans le détail, mais sachez que vous pouvez vous former, hein, c'est pas une fatalité de devoir galérer pendant des années à essayer d'être autodidacte. Hein. Maintenant, il y a très peu de formations, malheureusement, mais en tout cas, moi j'en propose et si c'est pas moi, ça sera éventuellement d'autres, c'est pas un problème, mais allez chercher une formation avant de vous reconvertir et que ça soit très pénible pendant des années pour vous. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, quand je parle d'exigences non fonctionnelles, j'en ai parlé sur ma chaîne. Regardez, il y a une vidéo tutoriel là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est mes activités. Alors, ça, c'est, voilà, vraiment, je voulais que vous compreniez le contexte de mon intervention. Maintenant, comment j'ai fait pour monter en compétences? Alors, il y avait déjà la partie gestion de projet. Il faut savoir qu'au bout de 3 ans d'expérience en tant que business analyst, donc je ne connaissais pas la gestion de projet informatique, j'avais jamais été formée à ça. Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? C'est que c'est la première fois que j'en entendais parler et que je comprenais comment ça marchait. Ça m'a vraiment fait un effet waouh, c'est structuré. En fait, mon travail, il peut se structurer. Je ne suis pas obligée d'être en mode pompier. Et en fait, il y a une logique entre le besoin initial exprimé par un client et la livraison d'un logiciel. En fait, c'est là que j'ai compris que, mais oui, il y a une structure logique. En fait, il y a des activités qui s'enchaînent dans un certain ordre, des livrables qui ont un sens. Et là, ça m'a fait un effet, voilà, quand je dis un effet waouh, ça a vraiment été cette mission-là qui m'a fait comprendre ça. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment, là, je vous donne des conditions de travail qui sont assez idéales à l'époque. C'est que le responsable tracé, donc mon responsable, on va dire opérationnel, mon N+2, il avait été formé à la méthodologie RUP d'IBM et il avait décidé de l'implémenter dans tous ses projets. Donc, en fait, quand je suis arrivée, il s'est attaché à me former à cette gestion de projet. Donc, quand je dis formé, ça a été informel hein, en réalité. Il m'a expliqué, il m'a restitué sa connaissance oralement. Il m'a montré comment ça fonctionnait. Alors, en 2 jours, voilà, c'est 2 jours répartis parce qu'il n'avait pas 2 jours au total à me consacrer. Donc, parfois, il me prenait pendant 1 heure. Après, l'après-midi, il me prenait encore pendant 1 heure. Le lendemain, un petit peu. Donc, c'était un peu saupoudré comme ça. Mais en tout cas, il m'a expliqué comment fonctionnait la méthode RUP. Et après, moi, je me suis formée. Donc, vous voyez derrière, là, ce livre-là, c'est le livre que j'avais acheté. Je ne suis même pas sûre qu'il existe encore dans le commerce, mais je l'ai acheté pour comprendre comment ça fonctionnait.
Donc là, il m'a surtout expliqué la partie gouvernance, la manière aussi de rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées. C'est une manière que j'ai conservée parce que je la trouve absolument fluide et qui permet de minimiser tous les risques de mal écrire des spécifications fonctionnelles détaillées, qui fait qu'après, un développeur informatique, il comprend rien parce qu'en général, une spec, quand on n'est pas formé, on écrit un roman. Or, un roman, ben, un développeur, après, il est obligé d'essayer de traduire, de faire des hypothèses de travail, de les réécrire complètement pour écrire son code. Donc, ça, c'est des mauvaises pratiques qui, malheureusement, sont très, très courantes. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir des bonnes pratiques pour écrire des spécifications claires, non ambiguës. Et ça, c'était un vrai cadeau que j'ai eu à cette époque. Ensuite, ça, c'était le côté gestion de projet. Côté métier, donc là, le responsable, donc mon N+2, il m'a expliqué, comme il connaissait très bien le métier, c'était toujours côté DSI, hein, donc maîtrise d'œuvre, mais il connaissait très très bien le contexte métier. Et donc, il m'a aussi, par le biais de plusieurs réunions, il m'a informé, il m'a expliqué vraiment, il m'a fait monter en compétence sur le jargon, sur tout ce qui était régulation, réglementation, les contrats entre l'État, les concessions, etc. Donc ça a été ma manière de monter en compétence. Il n'y avait pas de documentation. Souvent, quand vous montez en compétence, on peut vous donner un certain nombre de documents qui vont vous aider, des procédures internes, etc., ou des glossaires qui peuvent vous aider à monter en compétence. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu un échange, on va dire, officieux, verbal, et ça, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup apporté à l'époque. Ensuite, toujours dans ma montée en compétences, je vous ai parlé des spécifications fonctionnelles générales, eh bien, je les ai faites également, ça m'a fait monter en compétences en fait, parce que en les rédigeant, en allant recueillir des informations, eh bien, j'ai commencé par la big picture, la photo globale en fait, du besoin, des attentes, etc. Je ne suis pas allée dans le détail, hein. Quand on fait des spécifications fonctionnelles générales, on est dans la conception générale, on réfléchit vraiment de manière globale. Donc, ça m'a permis aussi de monter en compétences, sachant que je n'étais pas seule à ce moment-là. Je les ai co-créés avec le chef de projet maîtrise d'œuvre, qui était très technique, le responsable, donc son N+1 et moi, mon N+2, donc qui m'avait fait monter en compétences pour le reste, et en contribution avec le directeur de la maîtrise d'ouvrage qui répondait à nos questions également pour qu'on puisse écrire les SFG. Donc ça a duré peut-être, je dirais 2 mois à peu près, 2 mois. Ensuite, comment ça s'est passé pour la suite de ma mission? Donc déjà, il faut savoir que j'avais une feuille de route, un planning que m'avait donné le chef de projet, donc mon supérieur hiérarchique. Lui, il avait déjà bien détaillé les différentes responsabilités, rôles du projet. Il avait déjà positionné quels étaient les livrables, à quel moment, etc. Donc, il m'avait donné ma feuille de route. Voilà. Il avait également organisé la partie, on va dire, archivage, enregistrement des données sur différents fichiers, sous-fichiers, répertoires, etc. Donc, j'avais tout simplement quelqu'un qui m'a dit, voilà, si tu veux recueillir les informations, tu les stockes là. Quand tu vas faire tel livrable, on va les stocker dans tel dossier, etc. Donc, moi, j'étais encore, j'étais très guidée à ce moment-là. Donc, il faut savoir qu'il y a des fois, et bien souvent, c'est vous, en tant que business analyst, qui allez devoir réfléchir à la gouvernance de votre activité. Moi, je vous donne vraiment là un exemple d'une mission qui a été un peu idéale, on va dire, pour une montée en compétences. Donc, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait donc, avec cette montée en compétences? Alors, il faut savoir que ce projet était la continuité d'un projet précédent. Et en fait, je me suis basée sur le projet précédent qui m'a permis déjà d'acquérir le jargon métier. Il y avait un glossaire qui m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Donc, je me suis un peu plongée dans ce que faisait cette première brique qui était le projet précédent. J'ai également analysé l'ancien système. Donc, j'ai fait de l'analyse d'interface. Je suis allée vraiment regarder l'outil en lui-même. Je suis rentrée dedans. Je suis allée regarder dans la base de données, etc. pour essayer de vraiment comprendre ce contexte métier. Mes contributeurs étaient donc mes interlocuteurs côté maîtrise d'ouvrage, les AMOA en fait. Dès que j'avais des questions, j'allais leur poser. Et également les business analysts qui ne travaillaient pas sur mon projet, mais qui ont travaillé sur la brique précédente. Et bien à eux, je suis aussi allée leur poser des questions. Donc c'était des internes
qui travaillaient maintenant sur d'autres projets. Du coup, ils n'avaient pas pu continuer sur ce nouveau projet, et raison pour laquelle moi, j'étais là en tant que prestataire extérieur. Donc ça, c'était mes contributeurs. Vous voyez, c'était absolument pas les utilisateurs finaux. Alors, je voudrais faire un point aussi donc sur la complexité sur ce type de projet. Déjà, c'est des très gros projets. Il y a un gros enjeu économique parce que ce système d'aide à l'exploitation était très important parce que si c'était pas mis en place, l'État ne pouvait pas reconduire le contrat qui durait 20 ans. Et donc, je crois que c'était 2 ans après, il fallait le reconduire. Donc, il fallait prouver à l'État qu'on était équipé pour pouvoir faire les évolutions que nous demanderait le contrat de l'État avec les concédants. Donc, il y avait un vrai enjeu économique pour l'entreprise. Et puis, donc, la complexité, comme je vous ai dit, c'était 3 lots distincts. Donc, même s'ils étaient assez indépendants les uns des autres, il y avait quand même beaucoup besoin de se coordonner régulièrement avec les autres responsables de lot, puisque il y avait les fonctionnalités de chacun des lots, mais il y a également des fonctionnalités d'interface entre les lots pour communiquer entre elles. Et en fait, le développement des différents, des 3 composants, si vous voulez, se faisait plutôt en parallèle, mais pas en parallèle complètement, quoi. Il y a des fois, il y en a un qui était un peu en avance sur l'autre un petit peu en décalage, ce qui fait que forcément, si vous écrivez des spécifications fonctionnelles détaillées qui dépendent, parce que par exemple, vous écrivez comment l'interface va discuter avec la radio 107.7, or la radio 107.7 c'est un autre lot, c'est pas vous qui le faites, et que l'autre en face n'a pas encore rédigé ses specs ou ils n'ont pas encore développé, enfin ça dépend à quel stade du projet vous en êtes, il vous manque l'information et vous pouvez pas avancer correctement de votre côté. Donc il y avait vraiment beaucoup de coordination, également sur des documents qu'on appelle le glossaire et les règles métiers, puisque c'était commun pour tout le projet. Donc par exemple, dans le glossaire, si on faisait des ateliers de travail pour définir un jargon métier, ça pouvait servir aux autres lots, mais si les autres lots, en cours de route, ils se rendaient compte que c'était incorrect et qu'il fallait peut-être améliorer la définition ou voire carrément la modifier, ça pouvait impacter les collègues, entre guillemets, les autres lots qui s'étaient basés sur cette définition pour travailler. Donc vraiment un gros effort de coordination. Et là, on faisait évidemment des réunions régulières pour se coordonner. Ensuite, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques particulièrement complexes qui n'étaient pas identifiées au départ. Par exemple, des agglomérations où c'était traité par un sous-système d'information qui était local à l'agglomération, Toulouse ou Lyon par exemple. Et là, en fait, on devait aller chercher l'information sur des systèmes d'information externes, tout en gardant une fluidité, puisque évidemment, imaginez que vous êtes dans votre voiture, si vous venez de Paris et que vous descendez sur Marseille, et qu'au milieu il y a d'autres systèmes d'aide à l'exploitation, donc d'autres sociétés que celle qui vous a amené sur la 7 par exemple vers Lyon, il faut que ça soit fluide, il ne faut pas que vous ayez l'impression d'arriver dans un autre pays. Donc il y a vraiment un ensemble de coordination à faire avec des autres systèmes qui ne sont pas internes à l'entreprise. Donc ça, c'est des problématiques qui sont sorties au niveau métier au fur et à mesure de l'élicitation, de recueil d'informations exhaustives, fiables, vérifiées et consensuelles. Donc ça, l'élicitation, c'est un terme que j'emploie souvent. Je vous invite à aller regarder encore une fois sur mon site internet pour vous former via la masterclass. Et très bientôt, d'ailleurs, je vais sortir des formations modulaires pour vous donner la possibilité de vous former sur des thématiques spécifiques et pas forcément de vous professionnaliser avec la masterclass, même si je vous engage à le faire parce que vraiment, c'est pour vous professionnaliser, il n'y a rien de tel qu'une formation de A à Z. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une petite parenthèse, mais j'y tiens parce que j'ai tellement de personnes en fait qui viennent me parler de leurs problèmes au quotidien. Je sais à quel point une formation peut changer leur vie au quotidien. Donc voilà, donc vous aurez très très bientôt des formations sur les licitations, spécifiquement sur ça, comment recueillir des besoins, quelles sont les techniques. Ça sera vraiment des formations dédiées. Vous aurez aussi une formation sur la conception fonctionnelle, comment rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées ou générales. Voilà, je vais vraiment vous donner accès à des formations qui vont être focalisées sur ça. Le test également, il y a un certain nombre de thématiques qu'on découvre nous quand on est autodidacte, mais qu'il s'agit de maîtriser quand on est business analyst.
Voilà, donc en fait, vous voyez, au fur et à mesure que j'ai élicité les informations, c'était en entonnoir. Au début, c'est la photo globale. Après, je commence à comprendre un peu mieux. Je commence à poser des questions de plus en plus pertinentes, à découvrir, du coup, comme on tire un fil d'une pelote de laine, à découvrir au fur et à mesure des thématiques que je ne connaissais pas, etc. Et donc, parfois, des thématiques très complexes. Également, comment on gère les tunnels. Hein. Quand on rentre dans un tunnel, c'est des systèmes d'information aussi très particuliers. Et également, je me souviens, c'était voilà, l'autoroute, il est relié à des parties non concédées, c'est-à-dire que c'est l'État qui gère en direct certaines parties d'autoroute. Ça aussi, c'est très complexe. Donc tout ça, vous voyez que quand on est sur un projet de système d'information, on n'est jamais en vase clos. On a toujours des interconnexions avec soit d'autres systèmes d'information, soit d'autres projets gérés en parallèle, qui fait que on peut pas écrire en one shot en fait la conception. Ça arrive de manière incrémentale et itérative en général. C'est normal. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai fait donc mes spécifications fonctionnelles détaillées, donc beaucoup d'élicitations. Je les ai écrites avec les bonnes pratiques de la méthode RUP. Après, je les ai fait vérifier par les contributeurs. Il y a eu plusieurs boucles d'échange, etc., jusqu'à écrire des documents qui soient validés par maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, transmises ensuite aux développeurs pour concevoir techniquement la solution et la coder. Et puis, pendant que les développeurs étaient occupés, moi, je me suis occupée déjà à préparer la stratégie de test. Donc là, je vous rappelle, on avait 3 lots, donc des développements qui n'étaient pas vraiment faits en même temps. Or, pour créer des cas de test, des campagnes de test, eh bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on teste. Est-ce que je suis capable de faire un test de bout en bout? Par exemple, je fais comme si voilà, je rentrais un événement dans le système d'information et je regarde comment la donnée se transforme. Est-ce que ça se transforme comme je l'ai spécifié ou pas? On ne peut pas forcément faire ça puisque parfois on nous livre qu'une portion, un composant du logiciel. Donc parfois on ne peut tester qu'un petit morceau. Des fois on peut tester... on peut faire de l'intégration, donc ce qu'on appelle les tests d'intégration. Parfois, on va tester uniquement les exigences non fonctionnelles, donc comment le système va répondre en termes de performance, maintenabilité, portabilité, etc. Et des fois, on va tester les fonctionnalités. Parfois, on peut en tester que quelques-unes. Il faut aussi préparer les jeux de données, etc. Donc, en fait, pendant ce moment où les développeurs travaillent, moi, j'ai préparé ma stratégie de test en fonction du calendrier prévu de livraison. Et puis également de mon référentiel de test qui était mes specs. Voilà, mes specs, les modélisations, le glossaire, les règles métiers, etc., les maquettes, tout ça, c'est ce qui m'a permis de construire mes tests. Donc ça également, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur mon site internet la masterclass devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Tout ça, c'est expliqué. D'ailleurs, il y a aussi tous les modèles de documents. Vous pouvez les télécharger dans la formation et je vous apprends en fait à les remplir. Je vous aide non seulement à les remplir, mais où chercher l'information. Donc c'est ce que j'ai fait, cette réflexion sur la stratégie de test. Également, j'ai écrit les campagnes de test, les scénarios de test, les cas de test. J'ai préparé les jeux de données. Et après, quand les tests métiers sont arrivés, donc on est arrivé au niveau de la gestion de projet à cette phase-là, j'avais une petite équipe de testeurs qui a testé, en fait, qui a exécuté tout simplement les tests que j'avais préparés. En parallèle de ça, on m'a demandé, donc je vous en ai parlé, de réfléchir sur la stratégie de déploiement. Donc là, on s'est dit, ok, on est en train de créer un nouveau système, c'est super, mais on ne peut pas le mettre en place d'un coup. Il n'y a pas de baguette magique, il faut techniquement mettre tout en œuvre, c'est très complexe. Comment on va faire pour assurer une continuité de service? Donc ça, c'est la réflexion stratégique, aussi bien une réflexion métier, donc pour les enjeux économiques de l'entreprise, que technique pour comment le faire techniquement. Donc là, on était 2 responsables de la stratégie de déploiement, moi pour la partie, on va dire, business analyse, et une autre personne sur la partie, on va dire, technique. Donc alors là, je ne vais pas aller dans le détail, mais on réfléchit, on fait toujours de l'élicitation, on recueille des besoins, on propose des solutions, on essaye d'évaluer leur faisabilité, et puis au fur et à mesure, en fait, on arrive à une stratégie où on sait qu'on va pouvoir la déployer, et on va après le définir également très précisément de quelle manière on va le faire. Voilà, logistiquement parlant. Là, c'était vraiment la côté logistique.
l'ingénierie des exigences, donc c'est-à-dire la capacité à tracer le lien entre un besoin métier, une exigence de la solution, donc la conception fonctionnelle, et le logiciel tel qu'il est codé. Eh bien, cette ingénierie des exigences, a posteriori, je me rends compte qu'elle n'a pas vraiment été faite. En fait, dans les specs, à la fin, il y a une spécification fonctionnelle détaillée. À la fin, il y a un paragraphe où on indique la source de l'exigence. Donc, la fonctionnalité, pourquoi est-ce qu'on l'a décrit? Parce qu'il y a eu un besoin derrière, un besoin métier. Et le besoin métier, il a été validé comme devant faire l'objet d'une implémentation dans le logiciel. Donc, en fait, on avait un paragraphe où on mettait tel besoin, c'est telle exigence de la solution. Donc là, on savait tracer. Après, mais le truc, c'était honnêtement, à l'époque, moi, j'avais 3 ans d'expérience et mes autres collègues, ils le faisaient pas mieux que moi. On le faisait un peu, enfin, c'était pas très, très rigoureux, honnêtement. Voilà. C'était pas très rigoureux. Et en plus, après, quand on a fait les tests, normalement, donc on doit aussi, au moment des tests, dire ce cas test, il va me permettre de vérifier quoi? Quelle fonctionnalité? À quel niveau, quel type de test, et ça remonte à quel besoin. Vraiment, la traçabilité dans l'ingénierie des exigences, eh bien ça, franchement, elle n'était pas bien faite, c'était un peu vague, et c'est très fréquent en entreprise où on ne sait pas tracer. Il y a des logiciels qui permettent de le faire, nous on n'avait pas de logiciel, c'était vraiment fait dans les documents. Et donc avec le recul, je me rends compte que c'était pas bien fait, mais il y avait quand même moins de maturité de mon côté, bien sûr, et aussi dans l'entreprise à ce niveau-là. Au niveau des tests, il faut comprendre que comme il y avait 3 composants, comment est-ce qu'on faisait pour s'organiser tous ensemble? Eh bien, il y avait un responsable, un test manager, en fait, qui chapeautait un petit peu toute la stratégie globale. Et après, à chaque responsable de l'eau faisait sa propre stratégie de test. Mais c'est lui qui pilotait, en fait, la cohérence de tout ça. Et là aussi, avec le recul, je me rends compte que il en avait déjà fait, mais il était autodidacte, donc il a fait de son mieux, mais c'était pas quelqu'un de certifié ISTQB, qui est le schéma certification pour les testeurs logiciels, et donc c'est pour ça que c'était approximatif réellement à l'époque. Alors moi, toujours avec le recul, parce que j'en profite pour vous donner ce retour d'expérience, moi, la stratégie de test, c'était pas non plus quelque chose que je savais faire. Je l'ai vraiment fait comme on le fait tous au début, c'est-à-dire par pragmatisme. On cherche des informations, on cherche des modèles de documents, on regarde comment d'autres ont fait. Donc, je m'en suis franchement pas mal sortie, mais avec le recul, je ferai évidemment différemment. Je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est qu'au début, dans l'équipe de test, il y avait des testeuses qui étaient sans aucune formation. En gros, il fallait quelqu'un pour tester. Donc, l'entreprise client final a demandé aux différentes ESN, est-ce que vous avez des testeurs, etc. On en a besoin. Ceux-ci leur ont présenté des consultants. Donc, ce n'est pas forcément le métier, mais en tout cas, c'est passé. Et moi, c'est vrai qu'au début, ça a été très galère parce que c'était des gens qui n'avaient pas les compétences, ne serait-ce que techniques, pour aller en base de données, requêter en base. Donc, ça a été un petit peu compliqué au début. Ça fait prendre du retard au test. Et finalement, les ressources ont changé. On a eu des testeurs certifiés. Ça change vraiment tout. Vraiment, là, je vous dis, les testeurs certifiés, ils ont une manière de faire qui est radicalement plus professionnel que quand on ne l'est pas. Donc, si vous êtes intéressé à devenir testeur, je vous engage à regarder le schéma de certification ISTQB qui permet de se certifier et qui donne vraiment les bonnes pratiques. Donc là, ça a été beaucoup plus fluide. Donc, on a mené à bien toute cette campagne de test en parallèle de la stratégie de déploiement, bien entendu. Et puis, à la fin, quand le test est validé, donc je vous passe tous les comités de pilotage pour voir la couverture des tests, combien il y a de tests critiques, majeurs, mineurs, ouverts, pas ouverts, etc. Toutes les corrections qui ont été faites. En tout cas, on arrive à un moment donné où la maîtrise d'ouvrage dit on est OK, on peut signer que le logiciel, le système d'information, il est suffisamment stable et fiable pour pouvoir être mis en prod. Je vous passe plein d'autres étapes, mais j'en suis à presque 45 minutes, donc je vais pas aller trop loin dans cette vidéo. Et moi, en fait, ma mission, donc au total, ça a duré 2 ans, tout ça. Donc, je suis partie au moment du go live, de la mise en production. Puisque ma mission s'arrêtait là et je passais la main à une équipe de maintenance évolutive et corrective qui devait s'approprier après le projet et après la phase de garantie. Mais ça, c'était vraiment plus du domaine des développeurs. C'est vraiment eux qui allaient débugger. Et moi, en termes de business analyst, en plus externe, j'avais pas plus assez de travail en fait pour justifier une mission à plein temps. Voilà.
Donc ça, c'était pour mon expérience, pour pour illustrer un peu ce que c'est quand on est business analyst, le type de projet qu'on peut faire. J'en ai eu plein d'autres, bien sûr, et vous avez, vous qui me regardez, sans doute plein d'autres expériences totalement différentes. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à cette vidéo et à donner un petit peu votre point de vue. Pourquoi pas donner quelques exemples aussi de votre côté pour alimenter un peu les commentaires et permettre à tous ceux qui vont regarder la vidéo de se faire une idée de ce qu'est ce métier de business analyst en système d'information. Je vous rappelle, je vous ai décrit un tout petit exemple, c'est-à-dire que là j'étais côté maîtrise d'œuvre et je n'étais pas côté maîtrise d'ouvrage. Côté maîtrise d'ouvrage, c'est aussi des business analysts. La MOA, c'est business analyst. Je vous ai pas parlé d'autres missions où j'ai été vraiment plus sur les processus métiers. Donc c'est voilà, prenez ça comme un exemple parmi tant d'autres et c'est pour ça que c'est le titre de cette vidéo. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, écoutez, je vous demanderai de soutenir mon travail en la likant tout simplement. Si vous voulez aller regarder sur mon site internet pour apprendre encore davantage sur la business analyse, n'hésitez pas, bestofbusinessanalyst.fr, plein d'articles, des tutos, des podcasts, un grand nombre d'informations pour apprendre ce métier. Des modèles de documents téléchargeables, la newsletter, un livre blanc. Et puis après, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vraiment se professionnaliser, vous pouvez aller regarder du côté des formations. Et si vous avez besoin également d'un coaching pour vous accompagner dans cette transition, cette reconversion, ou tout simplement vous avez une problématique métier lorsque vous travaillez, vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à avoir recours à mes services en tant que coach, puisque j'ai aussi des formules de coaching. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc à bientôt sur mon site internet ou sur cette chaîne YouTube. Ciao tout le monde!